Dans cette vidéo de 1984, Bernard de Montréal et Richard Glenn discutent du mystère de l'incarnation et de la limitation de l'esprit dans le corps physique. Selon eux, les questions philosophiques que l'homme se pose sont le résultat de la limitation de l'esprit dans son exploration de ses plans. Si l'esprit de l'homme était totalement imprégné dans son esprit, il n'aurait pas ces questions et aurait simplement des réponses. Les mystères existent parce que l'homme est limité dans sa compréhension de son esprit. Cependant, les hommes commencent à prendre conscience de leur nature supramentale, ce qui leur donne la capacité de définir la réalité par eux-mêmes. La recherche de la réalité est une illusion subtile causée par la séparation entre l'esprit et le cerveau. En enlevant cette séparation, la condition humaine et la recherche philosophique deviennent obsolètes. L'être humain est centré non pas sur lui-même, mais sur son esprit. Il doit regarder dans cette direction pour comprendre. Le problème réside dans le fait que l'homme ne cherche pas réellement, il spécule seulement. S'il avait une lampe de poche et cherchait dans le noir, il pointerait la lumière vers le bruit pour découvrir sa source. Mais l'homme, lui, se contente d'ouvrir la lampe de poche et de regarder dans toutes les directions possibles, ce qui ne fait qu'augmenter son anxiété car le bruit persiste. L'homme devrait être capable de répondre à ses propres questions, de comprendre l'origine des choses par lui-même. Cela nécessite de se fier à son intuition, puis de la perfectionner jusqu'à en avoir une certitude, pour finalement permettre à cette intuition de devenir son intelligence. Alors, son intelligence surpassera son intellect et deviendra parfaite. Ainsi, l'homme sera libre d'explorer les mystères du cosmos en dirigeant sa lampe de poche dans toutes les directions. Les mystères n'existent que par manque de conscience et d'éducation. On n'a pas montré à l'homme comment penser de façon créative, on a plutôt formé des systèmes qui l'ont fait penser de manière défectueuse. À la fin du XXe siècle, l'homme n'aura plus besoin de sources psychologiques extérieures. Il deviendra son propre centre d'énergie, sa propre source psychologique, sa propre lampe de poche. Il sera l'homme universel, l'homme de l'évolution, l'homme supramental, libre et maître de son esprit. Il sera capable de manipuler l'esprit qui tente de le manipuler. Dans cet extrait, l'auteur parle de l'anarchie. Comme de l'incapacité collective des hommes à remplacer la pensée commune par une pensée créative individuelle. Il décrit l'anarchie comme étant le résultat de l'utilisation intense de l'intellect sans intelligence créative. Selon lui, l'anarchie ne permet pas d'harmonisation et ne favorise pas l'individualisation. Il souligne également que l'anarchie implique une capitulation de l'homme conscient devant les forces internes de l'homme inconscient. L'auteur note également que même si l'anarchie peut exister à certains niveaux dans la société, un gouvernement représente toujours symboliquement la conscience d'un peuple et que ce sont des groupes individuels à l'intérieur d'un peuple qui, en raison de l'inconscience collective, rendent possible l'anarchie. L'homme conscient est un individu individualisé, capable de discernement et d'harmonie. Il ne sera jamais attiré par un mouvement anarchique, car il est capable de rester centré et de ne pas se laisser influencer par le désordre. R mentionne l'exemple de Gurdjieff, qui est parti pendant la révolution en Russie pour ne pas débattre des valeurs d'un groupe anarchiste. Il souligne que les scientifiques qui font des découvertes sont souvent considérés comme des gens en dehors du cadre établi de la science, alors qu'ils sont ceux qui ont réellement apporté quelque chose au monde. Ils sont souvent critiqués par ceux qui sont confortablement installés dans leur position académique. En politique, les hommes puissants et dotés d'un esprit marqué sont souvent rejetés par la masse, bien qu'ils puissent être momentanément appréciés s'ils apportent des changements temporaires. Le caractère fort et la personnalité de ces individus dérangent et ils sont souvent écrasés par les autres. Finalement, l'auteur mentionne le maire de Montréal, Drapeau, qui a accompli des réalisations en raison de son obstination et de son énergie dépensée. Le texte exprime l'idée que pour être actif en politique, il est essentiel d'avoir de l'esprit, compris comme une qualité intellectuelle. Le narrateur affirme que les Québécois ont la chance d'être le premier peuple à pouvoir explorer et comprendre les différents aspects de la société, que ce soit en politique, en économie ou en sciences. Il souligne l'importance de reconnaître l'esprit chez les hommes politiques, peu importe leur couleur politique, et de les soutenir. Selon lui, un gouvernement avec des hommes d'esprit serait extraordinaire. Il regrette cependant que les personnes ayant de l'esprit ne soient pas souvent présentes dans le domaine politique. Le narrateur mentionne également que l'identité québécoise est un sujet sensible, mais qu'il cherche à sensibiliser la population à son potentiel et à la possibilité de créer un modèle politique remarquable. Concernant Castro et Che Guevara, ils sont considérés comme ayant de l'esprit mais ont été étiquetés comme anarchistes et dangereux.
Le narrateur souligne que si les Américains les avaient compris et soutenus, ils auraient évité de se tromper. Dans cet extrait, Bernard de Rome et Richard Garnaut discutent de la politique mondiale et de l'incapacité de l'homme moderne à provoquer des changements significatifs. Ils mentionnent le mouvement cubain et soulignent que Castro et Che Guevara étaient des leaders intelligents et pas des idiots. Ils critiquent également la naïveté des Occidentaux et soulignent l'importance de ne pas se laisser manipuler par la Russie. Ils encouragent les gens à rester éveillés et à ne pas attendre trop longtemps pour agir. Ils mentionnent également le projet de paix de Pierre Elliott Trudeau et soulignent que les grands politiciens ne comprennent souvent pas l'essentiel. Ils concluent en affirmant que chacun est unique, en faisant référence à Trudeau. L'esprit descend dans la matière humaine pour vivre des expériences et se perfectionner. L'être humain est le réceptacle parfait pour cette énergie, mais il est limité dans ses facultés à cause de la mémoire et des lois de réincarnation. L'objectif est de libérer l'esprit de ses contraintes pour permettre à l'homme d'utiliser son énergie de manière consciente et créative. L'esprit descend pour harmoniser les différents plans du cosmos et redéfinir la réalité de la création. L'esprit a pour but de libérer l'homme des enseignements extérieurs qui le maintiennent dans l'involution et l'égoïsme, pour évoluer vers la lumière et l'esprit. Dans cet échange, l'orateur souligne que l'esprit ne peut pas agir pleinement dans l'homme en raison de la présence de la peur et de la mémoire. L'esprit n'est pas libre et souhaite être libéré en transmutant la mémoire de l'âme. Il explique que dans le passé, l'esprit pouvait pénétrer plus facilement les êtres humains en raison du soutien vibratoire d'individus comme le Nazaréen. Cependant, de nos jours, les individus reçoivent l'énergie de manière individuelle et doivent être d'un certain esprit pour passer à travers cette expérience. L'esprit n'est pas parfait au départ, car il est incomplet dans sa descente en raison de la présence de trop de mémoire dans l'homme. Dans cet extrait, l'auteur, Bernard de Montréal, critique l'attachement excessif à la mémoire et à la forme. Il affirme que l'homme est prisonnier de la mémoire et ne peut pas créer de nouvelles formes qui lui permettraient d'enregistrer de nouvelles connaissances. Selon lui, cela nous empêche de progresser et de comprendre les mystères de la vie. Il explique que la mémoire est essentielle pour la biologie, mais il critique l'attachement à la forme et à la mémoire obsolète qui nous empêche de développer une mémoire créative et une capacité créative plus importante. Il soutient que l'homme ne peut pas comprendre les mystères s'il est limité par les idées du passé. Pour illustrer son point de vue, il mentionne l'exemple de l'événement de Fatima et affirme que si l'on est prisonnier de la mémoire et des idées du passé, on ne peut pas accéder à la vérité et évoluer dans notre compréhension. Il met en avant l'importance de la liberté d'expression pour progresser dans notre compréhension du monde. Dans ce passage, Bernard de Montréal souligne l'importance de nettoyer la mémoire collective de l'humanité pour séparer ce qui est pertinent de ce qui ne l'est pas. Il encourage à remettre en question les idées reçues et à s'ouvrir à de nouvelles perspectives en rencontrant différentes personnes et en explorant différents domaines de connaissances. Selon lui, cela permettra à l'esprit de passer à travers chaque personne et d'apporter un changement positif dans la société. Il mentionne également que la compréhension de la réalité ne dépend pas uniquement de la mémoire intellectuelle, mais plutôt de la connexion à l'esprit qui a toujours su, par exemple, que le Soleil ne se déplace pas. En ce qui concerne la cosmogonie d'Urantia, Bernard de Montréal estime qu'elle doit pouvoir se tenir par elle-même et être remise en question si nécessaire. Il ajoute que l'intelligence ne se résume pas à l'intellect, mais plutôt à l'organisation consciente de la conscience atomique à travers tous les absolus. L'intellect est une manifestation subjective et inférieure de l'intelligence. L'intelligence est une énergie qui intègre dans son mouvement le phénomène de l'intelligence. Lorsque cette intégration se connecte avec le mental, on observe la manifestation de l'intelligence sur Terre. Plus le mental s'ajuste, plus la manifestation est grande et plus l'organisation de la matière selon la volonté devient puissante. Il est donc temps de se déconditionner sur le plan intellectuel et de reconnaître que l'intellect est beau grâce à sa capacité de mémoire. Il est essentiel de nettoyer cette mémoire afin de pouvoir évoluer. Cela demande du discernement pour enlever tout ce qui n'est pas intelligent. Il existe des individus dotés de discernement, travaillant selon leur propre discernement. Certains en ont plus, d'autres moins, mais tous sont des humains avec une connexion à leur esprit, qui est intelligemment intelligent. Ainsi, même si une personne a peu d'intellect, son esprit émet une lumière que même un esprit très intellectuel ne peut pas traiter. L'intellect est une organisation systématique de la mémoire pour remplir la fonction symbolique du mental humain, tandis que l'esprit est du stock, qui, une fois intégré à l'ego,
rend celui-ci créatif et coordonné dans sa réalité à tous les niveaux. C'est cela l'intégration et l'évolution, qui prennent du temps. L'approche présentée peut sembler scientifique plutôt que spirituelle. En réalité, dans l'esprit et dans l'intelligence pure, il n'y a pas de spiritualité. La spiritualité est une manipulation astrale des forces inférieures du cosmos contre l'homme, une sorte de politique cosmique. Alors que la spiritualité a été utile par le passé, l'homme dans le nouvel âge évoluera vers l'intelligence et n'aura plus besoin de ses croyances religieuses. La spiritualité fait partie de l'organisation psychologique de l'homme pour l'involution, dans le but de l'empêcher d'accéder à l'intelligence. Il est temps d'arrêter les conflits et les divisions causées par la spiritualité, et de reconnaître que l'homme peut atteindre son plein potentiel en se reconnectant à son propre esprit et à son intelligence. Dans ce discours, l'auteur parle de l'évolution de l'humanité et de son potentiel contact avec des extraterrestres. Il affirme que dans le futur, certaines personnes sur Terre n'auront plus besoin des technologies actuelles, car ils exploreront un autre niveau d'intelligence et d'expérience interne. Il évoque ensuite une situation hypothétique où l'on serait confronté à une soucoupe volante et où certaines personnes seraient emmenées à l'intérieur pour être programmées. Il souligne que ces individus programmés pourraient parler de leur expérience, mais que les gens ne comprendraient pas les lois régissant cette technologie. Il prévient également que les contacts avec les extraterrestres seront plus importants à l'avenir et que l'homme devra être capable de communiquer avec eux par télépathie sans se soumettre à leur volonté. Il conclut en disant que le but de l'esprit aujourd'hui est de préparer l'humanité à ce contact futur avec des extraterrestres.